Yo, Rodriguino, a.k.a. Lino El Maestro pour un break chez Lino. Ben voilà, c'est notre deuxième et je vous dis, on ne s'arrête plus. L'invité qui viendra s'asseoir sur le joli fauteuil rose n'est autre que, voilà, c'est ma sista, c'est ma sœur de cœur. C'est une talentueuse MC, chorégraphe, danseuse, organisatrice d'événements. C'est ma voisine. On passe de grands moments ensemble parce qu'on part en vacances aussi ensemble. Voilà, c'est vraiment la famille. Elle a fait partie de mes influences, ouais, parce qu'elle m'a influencé aussi. Vous saurez pourquoi, hein, donc regardez. Et voilà, j'en dis pas plus. Elle se présentera comme une grande. Laissez-moi vous présenter Léa Cazoron. Un break chez Lino. Un break chez Lino. Un break chez Lino. Bon, ben Léa, bienvenue au studio d'un break chez Lino. Eh ben merci, je suis ravie d'être chez toi avec cette déco qui est tout à fait magnifique à ton goût, un homme de goût comme d'hab. Ouais, je vais rougir là. Bon, on essaye de faire l'effort. En fait, surtout, je voulais inviter mes gens à moi, mes gens proches, voilà, pour cette première. Et t'en fais partie, donc j'en suis très honoré. Merci. Ouais. En fait, le principe est simple, hein. Je vais te poser des questions, tu vas répondre, on va débattre sur des sujets. Et puis, fin. Okay. Ici, on se dit tout ce qu'on veut. On Okay. n'a pas de tabou. Comme à la maison, quoi. Comme à la maison et comme Okay. tu connais. Bah alors, présente-toi, tout simplement. Eh bien, bonjour, je suis Léa Cazoron, chorégraphe, danseuse, chorégraphe de la compagnie Lady Rocks, danseuse, maîtresse de cérémonie, directrice artistique, organisatrice d'événements. Tout ça plutôt dans le milieu de la danse hip-hop. Waouh, c'est beaucoup. Hein. Même si tu l'as dit, tu as raccourci, mais c'est énorme. Hein. C'est énorme. Artiste pluridisciplinaire, voilà, on salue, on adore. Alors, comment tu as glissé dans l'univers de la danse ? Alors, j'ai toujours été plutôt dans l'univers du spectacle et de la représentation depuis mon plus jeune âge. Depuis que j'ai 2 ans, je faisais des spectacles pour mes parents. Moi, mon but, c'était de véhiculer des émotions aux gens directement. Un peu comme toi, agitatrice d'émotions. C'est toi qui as inventé ce terme, agitateur d'émotions. Ouais. Donc voilà, c'était par tous les moyens, musique, danse, théâtre. Je viens d'une famille de musiciens, donc la scène, je connais. Papa est jazzman, c'est ça ? Et classique, contrebassiste, wow. Ouais, de père en fils depuis 1880. Waouh. Et du coup, voilà, j'ai toujours été en représentation. Et puis très vite, j'ai fait des cours de danse classique à 4 ans. Et j'ai adoré ça. Je voulais toujours être devant de la scène. Et j'ai dit à ma mère, j'aimerais trop faire les petits rats de l'opéra. Tac, je me suis pris un stop par la prof qui a dit, petits rats de l'opéra, c'est pas pour toi, t'es pas assez grande, t'as pas les os assez fins, tu passeras jamais. J'étais déçue un peu. J'étais un peu déçue. Du coup, je pars dans le modern jazz, mais je trouve ça claqué. Et puis après, il y a des émissions qui arrivent à la télé, MTV Dance Crew, Trace TV. Et là, je commence à découvrir les clips vidéo, les Missy Elliott, les Ciara, les TLC, les grosses vidéos chorées. Et MTV Dance Crew, où je te vois pour la première fois de ma vie. Et je fais, mais c'est qui ces gars qui déchirent ? Et en parallèle, Michael Jackson, mes parents étaient des fans invétérés de Michael Jackson. Et donc ça, je suivais depuis un moment. Et j'ai eu la chance d'aller le voir en concert pour mes 7 ans. Toi, t'as vu Michael Jackson ? Au Parc des Princes, ouais. Et j'ai été subjuguée. J'ai encore des images dans ma tête. Et je me souviens de cette précision de choré, de ces ensembles. Et petite, ça m'a vraiment... je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. C'est trop beau, c'est trop parfait. Puis tu sais, au concert de Michael Jackson, tu voyais des rangées entières tomber comme ça, d'émotions. Un tsunami, quoi. Tu sais, des gens qui tombent dans les pommes parce qu'ils sont trop émus. Mais tu m'étonnes. Ça m'a laissé un peu sans voix. Bon, on n'a jamais réussi à faire pareil, mais quand même, je disais, la portée de son art, ça m'a ébloui. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, je continue mes études, je prends des cours de hip-hop dans le 95 avec un mec qui s'appelait Max. Mais à l'époque, c'était hip-hop. Et t'as plus de nouvelles de ce Max-là en question ? Non, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais en plus, il était doué, hein. Il était très, très doué. Et lui, il était même en avance, parce qu'à l'époque, il faisait plutôt un délire en mode LA style, tu vois, il mélangeait plein de styles. Même lui, je ne sais plus s'il connaissait les termes de ce qu'il faisait, mais nous, on ne savait pas ce qu'on faisait, en tout cas. Tout le monde ne savait pas. C'était un mélange pop, lock, hype, chelou, break, tout ça. Et on a trop kiffé, et j'ai rencontré ma super pote Clémence, et on a décidé d'aller faire des street shows. Un été, en se disant, on va se faire un peu de thunes, on avait 16 ans. Et là, on est parti sur des chorés, tu sais, Thriller, Missy Elliott encore. Et on s'est donné, les gens ils nous ont donné de l'argent, on s'est dit, ouais, c'est trop bien la danse. Ça fait et tout.
Et de fil en aiguille, ma mère voulait que je continue les études. Je vais à la fac, ça me plaît moyen. Et Ouais. je découvre qu'il y a une école de danse, la première école de danse hip-hop en France, qui s'appelle Kim Can, qui est tenue par Tony Mascotte. Et je vais le voir. Je vais prendre son cours. Il me prend sous son aile. Il me dit « T'as bien ton énergie, toi, mais tu pars dans tous les sens. Il faut te canaliser. » Ok, d'accord. Il me dit « Mais tu vas venir passer l'audition ?» Ouais, je vais venir passer l'audition. J'ai été prise. Et là, du coup, commence l'aventure réelle dans la danse hip-hop, où je fais 1 an de formation avec Tony Mascotte et donc plein d'autres profs. Et ensuite, je suis prise sous l'aile de B-Boy Thias. D'accord. Mo, tout ça, c'est là où C'est les là liens où, se font aussi avec ouais. les Ben Johnson, tout ça. C'est ça. Parce que moi, je réitère quand même, enfin, la première fois que je l'ai vu, quand c'est vu, c'était dans un train, un Mo. Ouais. Et Mo, bon, à l'époque, pour ceux qui savent ou pas, c'était assez loin parce que maintenant, ils ont mis des transports et tu vas en 25 minutes à Paris-Est. Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? En plus, tu avais une dégaine, on en a parlé, ça, tu avais une dégaine de loqueuse. Et je me suis dit, oh, ben elle, c'est une loqueuse et tout, elle est là avec Mathias et tout. Alors ça, le lock, c'était malgré moi, parce que moi, quand je suis arrivée, je kiffais la hype Ouais. de fou malade, hip-hop. Et en fait, c'est Thias qui m'a dit mais non, mais t'es trop funky, faut que tu fasses du lock. Moi, je détestais le lock. Je trouvais ça éclaté. D'accord. Sauf la musique. Ouais. Je kiffais la musique, mais après, le style en soi. Bon, bah, je les me disais, lockers et les loqueuses, vous savez ce qu'elles pensent. Mais j'en ai fait longtemps. Et du coup, je me suis mise au lock. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Mais comme j'étais... Enfin, mais, il n'y a pas de mais j'étais avec Thias. Du coup, j'avais un penchant pour le break. Je kiffais trop l'univers du break. Et franchement, je ressemblais à tout sauf une loqueuse. Je mixais déjà le top rock avec le lock. Je m'habillais comme une big girl. J'avais des casquettes à l'envers, des gros shorts. Là, je refusais de mettre des chaussettes à rayures, tu vois, des trucs comme ça. Bah oui. Des chaussettes à rayures et tout. Enfin, Cliché, quoi. le cliché. Mais j'ai quand même poussé le délire. J'ai gagné quelques battles. J'avais même fait la finale du Juste Debout à Lille avec, contre Jérémy Paquet, qui était mon prof à l'époque, et Aline. Et j'étais avec Samir Luck, avec son point incroyable. Et ensuite de ça, je suis partie à Los Angeles pour continuer à me former. Et arrivé là-bas, je me forme avec les Anthony Thomas, les Richie Rich, Tony Basile, Anna Sanchez. Franchement, c'était grave lourd. Et je fais des street shows avec que des b-boys. Et je suis toujours entourée de b-boys. Ça, c'est ma vie, voilà. Je suis la seule loqueuse, on fait des street shows. Un jour, je me fais repérer par un petit producteur. Il dit « Ouais, t'es bien, toi, il faut que tu viennes dans mon clip. Je fais des clips vidéo, machin. » Refaite, tu sais, t'as 22 ans, t'es à Los Angeles. C'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Je fais un split, fin du game. Fin de mon genou qui part en cacahuète. Je me fais une énorme entorse et du coup, c'est la fin du séjour. Et là, quand je rentre, ma vie change. Parce que le lock, j'en ai marre. De toute façon, je suis pas acceptée par la communauté de lock. À part les gens qui sont un peu hybrides, comme les Jérémy Paquet ou les Parce que t'avais un lock. lock qui sortait un peu du cadre, c'est ça, hein. On me disait carrément, je fais pas du lock. Ah ouais. Ouais. Donc, Et quand même, j'allais tout le temps en finale sur les battles. Donc bon. Donc, au moment, faut savoir. Faut savoir de quoi on parle. Mais je me suis rendu compte que l'univers du break, ça me plaisait trop. Mais l'univers du break avec un genou en moins. Et c'est là où je commence vraiment à m'intéresser au top rocking, en fait. D'accord. Mais justement, quel a été bon, à part la rencontre avec Mathias, quel a été ton déclic avec cette discipline? Vraiment le truc qui t'a fait, mais pourquoi ça plus que autre chose? En fait, j'avais l'impression qu'avec cette discipline, et c'est toujours ma sensation, c'est une des rares disciplines où je trouve que c'est vraiment un truc d'identité. Et où il faut véhiculer une émotion, il faut véhiculer aussi un message, une histoire, qui tu es. Et en fait, ça me fascinait, parce que les gens qui savent le faire et qui le font très bien d'ailleurs, c'est hyper impressionnant. Je trouve quand tu arrives à allier technique et en même temps, t'es qui, tu représentes quoi, qu'est-ce que tu racontes, le storytelling qu'il y a dans le top rocking. Et c'était quelque chose que je retrouvais moins finalement dans le lock, où c'était plus pour moi une danse performative, tu vois. Un peu comme le break aussi, hein. Le break c'est aussi une danse performative. Mais dans le top rock, il y avait cette espèce de jeu où tu alliais à la fois la technique et le côté théâtral. Et comme je t'ai dit, moi j'ai toujours aimé allier les deux, le théâtre, la danse, la comédie, tout ça, jouer un rôle. Et là, je m'y suis retrouvée. Intéressant comme point de vue. C'est vrai que je pensais pas à ça. Ouais, je pensais que c'était plus, enfin, tu t'es tombé dedans de par la grâce des mouvements ou la technicité ou un truc comme ça. Aussi, bien sûr, tout ce qui était step, ça me fascinait. La richesse du step, en fait, que ça soit un mélange de salsa, claquette, jazz rock, que les influences soient multiples aussi.
tu vois, je me suis training pendant des 3-4 ans juste en faisant des points et du groove et du funk et machin. Là, ça m'a fait du bien de canaliser un peu sur mes jambes aussi. Ouais, d'accord. Ouais, je vois carrément, ouais. Et donc, du coup, la compagnie Lady Rocks. Ouais. En fait, Lady Rocks, on revient à cette histoire d'identité et de qui tu es. Malheureusement, je tombe dans le top rock à un moment de ma vie où je suis en colère. Ouais. Et donc, je pratique le top rock en étant en colère. Et je fais des battles parce que je suis en colère, parce que j'ai des choses dans ma vie privée qui font que j'ai envie de me battre un peu contre ces hommes qui me font du mal. J'avoue, je suis à ce moment-là, dans ma tête, un petit amalgame. Ok. Je suis jeune, très jeune. On a le droit. Et en même temps, dans ce milieu de break, on était très peu de filles, et en top rock encore moins, je vois toujours les mêmes nanas. Je vois Lisa, Claire, Valentine. Le même chemin. Qui gravitent, on se croise. Il y a des mecs qui essayent de nous monter la tête les unes contre les autres, ça c'est drôle aussi. C'est-à-dire que Lisa, pendant des années, on s'est détestés, on était même, on était concurrentes. Mais en fait, c'était dû à cause de certains hommes qui allaient nous voir, qui disaient « Ouais, elle a dit ça sur toi », c'était absolument faux. Hein. Ou elle a dit qu'elle était meilleure que toi, et il y avait une espèce de truc de « Ah, les filles, elles vont se voir en battle à la défense, elles vont se taper, ça va être trop bien. » Nul. Archi nul. Nul. Et moi, je me rends compte un jour que j'en ai un peu marre d'être seule dans ce milieu-là, qui est un peu masculin et parfois même toxique. Et je décide d'aller voir ces meufs, un peu au culot. Et de leur dire, mais... Parce que la danse, le top rocking, à la base, c'est une danse exclusivement masculine. Et moi, je me refusais de faire des verges, tu vois, de faire ce genre de mouvement. Je me disais, mais c'est pas moi, c'est pas mon corps. J'ai des hanches, j'ai des formes, j'ai envie de les exprimer. Et je vois Lisa, qui était un peu dans le même délire aussi, et Claire, et je me dis, mais en fait, c'est ça notre force. Il faudrait qu'on arrive à faire un show avec cette discipline, mais avec nos corps de femmes, avec notre identité à nous. Et je vais leur proposer, et il s'avère qu'elles sont toutes méga OP. Celle où j'avais le plus peur, c'était Valentine. Je l'avais vue sur MTV Dance Crew. Je la connaissais même pas. Tu vois. Je vais la voir au 104. Je me pose à côté d'elle. Salut, on se connaît pas, mais moi je te connais, de la télé et tout machin. Et Valentine, trop sympa, hyper abordable. Et elle me dit, ah ouais, mais ça tue le concept. Vas-y, je suis grave dedans. Et en fait, on a fait une réunion. Et c'est là où c'est devenu un projet plus de... En fait, on est devenu un crew, une famille. C'est que direct, ça a matché. Direct, on s'est raconté nos histoires de la danse. Direct, on s'est retrouvés en cohésion sur plein de trucs. On avait vécu les mêmes choses à différents endroits. Et là, Lady Rocks s'était lancé. D'accord. Parle-moi de ce spectacle, enfin un extrait de spectacle, même un show que vous avez fait à Lizy, Sorourk. Donc Lizy, Sorourk, c'est dans le 77, loin là-bas. Une ville sympathique, et il y avait un battle organisé par Thias, et c'est la première fois, moi d'ailleurs, que je vous avais vu là-bas. Eh ben en fait, l'histoire du coup, c'est que quand je crée ce groupe et que j'invite les filles à la maison, il y a Lou qui est là, Lou Germain. Et Lou qui est notre sœur de la danse et qui nous a accompagnés pendant des années sur Lady Rocks. Lou, si tu nous écoutes ou regardes. Love you, Sista. Elle s'est occupée très très longtemps de la prod de Lady Rocks, et à l'époque, elle me dit « Ton concept, il est mortel, tu sais quoi, vous allez faire un show, et on va le vendre, on va y aller au culot et ça va marcher. » Ah ouais, t'es sûr? On se sentait un peu jeune et tout. Elle me dit ouais, on va aller taper aux portes de la Villette et tout. C'est important les détails parce que du coup, Lou et moi, on va taper à la porte de la Villette. À l'époque, c'est Chloé Lenôtre en 2012 qui nous ouvre la porte. Voilà, on a un concept, que des femmes, une danse exclusivement masculine, un show de 8 minutes. La bande-son, elle est faite par Hervé, un pote à moi qui fait du beatbox. Et Chloé dit oui. Elle dit ok, let's go, festival haute tension, Charlie Parker, 1500 personnes, ça va aller les filles? Et j'ai dit, on a fait des street shows, donc ça devrait aller. Tranquille quoi. Et donc voilà, et Lou qui était quand même très précautionneuse, elle dit, vous allez faire la Villette, vous vous rendez pas compte, c'est un délire, 1500 personnes, il faut que vous soyez prêtes. Ouais, t'inquiète, à l'époque on s'entraînait à Aulnay, elle dit, non, mais il faut faire une date, avant le festival haute tension, il faut faire une date pour vous entraîner. Et du coup, Thias propose son battle, le battle de Lizy. D'accord, c'est comme ça que ça se fait, ok. Et en fait, on avait plus la pression d'aller faire le show au battle de Lizy parce qu'il y avait que des aficionados, tu vois. Que des gens qui s'y connaissent, petit comité en plus. On arrivait avec nos dégaines, tu sais, de costumes qu'on avait fait nous-mêmes. C'est Lisa qui a fait la couture. Bandana rouge et noir. Et on s'était plié en 4 pour pouvoir s'acheter les mêmes chaussures Puma Suède, noir et rouge. Je me rappelle. Et du coup, à Lizy, c'est là où tu nous vois, c'est là où on fait la première fois le show. On avait une pression de malade.
et c'était en préparation de la Villette. D'accord. Ah, donc c'était un test, quoi. C'était un test. Et comment vous l'avez perçu, ce show-là, allez-y? Franchement, on était contente de le faire, on a trop kiffé. On s'est dit, en fait, ça nous a confirmé, via le regard des aficionados, qu'on n'était pas à côté de la plaque. Bah, moi, je peux le confirmer, hein. Enfin, de mon petit point de vue, hein, parce que quand je te dis, on en parlait souvent, quand j'ai vu ce show-là, bah, moi, j'ai eu une révélation. C'est-à-dire que moi aussi, je me cherchais un peu dans ma salsa hip-hop, le mélange et tout. Et je viens pour filmer parce que Chas, il me dit, ouais, tu peux filmer un peu, tout. Bon, Chas, on a fait partie du même groupe Fantastic Armada et tout ça. Et bah, c'est notre grand, hein, grand à tous et tout. Et il me dit, ouais, vas-y. Puis moi, je prends ma caméra, j'y vais. Et je vois les nénettes, enfin, les grandes dames, pardon, en train de danser. Et je me dis, Elle était petite à l'époque. ouais, bon, c'était là, je peux dire ça, mais bref, pour moi, c'était déjà des grandes dames. Et là, je vous vois en train de swinger en top rock et tout. Et je me suis dit, merde, pourquoi j'ai pas pensé? C'est déjà, tu sais, t'as le truc de pourquoi j'ai pas pensé, mais en même temps, elles font ça tellement bien. Et en même temps, je suis là, mais je vous filmais même pas, hein, je crois, je vous regardais comme ça. Et je te jure, là, j'en ai des frissons. Je suis rentré chez moi, mais j'ai dit, ouais, je vais faire la même chose en salsa hip-hop, quoi. Mais pour moi, c'était une révélation, je vous assure, hein. Ouais, ça fait plaisir. Ah ouais, mais bon, on en a parlé, et, je me rappelle comme si c'était hier, et je me suis dit, waouh, putain, cette meuf-là, elle tient quelque chose. Mais tu sais, c'est fou parce qu'au début, tu as des projets et puis tu crois. Enfin, tu as tout qui te fait douter tout le Ouais. temps. Tu vois ce que je veux dire? Jamais le syndrome de l'imposteur. Tu te dis, Ouais, ouais, bien sûr. j'ai pas encore fait mes preuves, j'ai pas gagné de gros battles en top Mm. rock. Est-ce que tu es réellement légitime de faire ce Ouais. que tu fais, tout ça, machin? Et en fait, ouais, il faut juste se lancer. En Mm. fait, il faut juste se lancer. Parfois, il faut juste oser. C'est vrai, c'est vrai. Et on a des a priori sur ce qu'on fait, alors qu'en fait, regarde, toi maintenant, tu remplis des 300 personnes au 104 tous les dimanches là, avec la salsa hip-hop. Tu vois? Non, c'est vrai, t'as pas tort. Mais d'ailleurs, j'embraye sur cette question. Enfin, quels ont été les obstacles par rapport à la création de ce groupe-là, par rapport du fait que vous soyez que des femmes dans un Ouais. milieu de ultra mecs. Mais quand Ouais. je dis ultra mecs, bon, on l'a tous vécu, hein, testostéroné et tout ça. En fait, bizarrement, c'est pas le mot obstacle que je retiens, mais au contraire, ça nous a donné une force. Ouais, d'accord. Je pense que les obstacles, ils étaient là avant. Et ça nous empêchait d'avancer réellement. À partir du moment où on a été ensemble, c'est comme s'il n'y avait plus personne qui pouvait nous atteindre. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le cas de tout le monde dans ce hip-hop. Quand tu es tout seul et que tu n'as pas de crew, c'est très compliqué, tu vois. D'exister, de passer même des présélections, parce que finalement, ils vont dire... Enfin, il y avait... À l'époque, c'était un peu comme ça, en tout cas. Si tu n'étais pas la petite 2 ou que tu n'appartenais pas Exactement. au crew 2, tu galérais de ouf pour passer une présélection, on va pas se mentir. Ouais. Donc voilà, après, les obstacles... nous, on a la chance avec les Dirox, bah, tu vois, on existe depuis 2012 quand même. On est toujours là, quoi. Et c'est un groupe de meufs. Et il y a plein de gens qui nous ont dit, ça tiendra jamais. Un groupe de meufs, ça tiendra jamais. Parce que les histoires, les cancaneries. Et je pense que ce qui a fait que ça a tenu, c'est qu'on a toujours été très clairs entre nous aussi, de se dire, voilà, on n'a pas envie de donner raison à cette parole-là, tu vois. Et de se dire que si on a quelque chose à se dire et que si on n'est pas contente, il faut se le dire. Bon, il y a eu des disputes, hein, comme dans tous les crews. Il y a eu des avis qui ont divergé. Mais en tout cas, voilà. Les obstacles, franchement, ça a été que bénéf. Les Dirox, ça a été que bénéf pour nous toutes. Génial. Déjà, de passer 10 années dans un même groupe, c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est clair. Ah ouais, vous êtes un groupe à féliciter hein, pour ça, franchement. Et on a grossi aussi, après, avec le temps. C'est-à-dire que très vite, il y a des personnes qui se sont ajoutées. Ouais. Et du coup, ça a aussi nourri le groupe, tu vois. Et il y a une nouvelle génération là maintenant. Maintenant, il y a une nouvelle génération. Il y en avait déjà une à l'époque parce que Funky G, quand elle est rentrée, elle était petite par rapport à nous. Ouais. Priska, qui était rentrée aussi, bah, elle, finalement, elle faisait plutôt partie de la génération de Valentine, donc elle était plus grande que nous. Et là, dernièrement, ça fait 3-4 ans qu'on a fait rentrer encore des plus jeunes. Et d'ailleurs, on leur a fait un petit bisutage. On leur a annoncé, on les a pris en battle à la Halle Papin, là, quand il y avait un festival. On dit, ah, vous voulez rentrer dans les Dirox? Vas-y, let's go, c'est parti, on fait des passages. C'est bon ça. Et justement, est-ce que entre la jeune génération et l'ancienne génération, il y a une compréhension qui est établie, enfin qui se fait directement, ou des fois il y a des... Non, c'est compliqué parfois. On n'a pas les mêmes façons de penser. Ouais. Il y a vraiment des...
Ça dépend avec qui. Tu vois, tout le monde est différent, c'est sûr. Après, nous, il y a un truc où les filles, elles te diraient, ouais. Il y en a, elles vont te dire, ouais, tu sais, à l'époque, il fallait vraiment te taper pour exister, quoi. Ouais, l'identité, ouais. Là, aujourd'hui, dans la nouvelle génération, il y a quand même un truc où c'est un peu facile. C'est pas que c'est facile, je vais dire, mais tu vois, tu as tout un peu plus facilement. Déjà, tu as accès aux vidéos. Ça va vachement plus vite qu'avant. Tu es moins obligé de faire tes preuves. Dès que tu fais partie d'un crew, c'est bon, tu vois, tu es validé. Et nous, parfois, on n'est pas d'accord sur la dose de travail qu'il faut donner. Tu vois, parfois, on a D'accord. l'impression qu'il faut donner plus, Pas tu plus vois. que, ouais. Mais après, c'était la méthode à l'ancienne aussi, hein. On en parlait juste avant de. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est ça, ouais, un peu. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir charbonné parfois un peu plus que la nouvelle génération. Mais c'est peut-être débile de dire ça, tu vois, parce que c'est pas vrai pour tout le monde. J'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier. C'est peut-être une impréhension, mais j'ai la même que toi, hein, figure-toi. Tu vois, je partais du 95, je me Ouais. tapais des 3 heures de trajet pour aller training tous les jours, de 13h jusqu'à 21h. Je me faisais des journées, mais à rallonge, tu vois. À rallonge. Après, je dis pas que c'était bien de faire ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, d'aller chercher la connaissance, tu vois, d'aller chercher les réponses, d'aller chercher aussi les gens qui connaissaient l'histoire, ça, c'est quelque chose que je ressens moins dans la nouvelle génération. J'ai rarement des gens qui me disent « j'ai été voir telle personne pour qu'il me raconte réellement l'histoire d'eux ». Tu vois, s'intéresser plus globalement que seulement au mouvement. Parce que c'est une culture aussi. Ouais, d'aller dans le profond, quoi. Ouais. Carrément, mais je te suis complètement. Et alors là, je passais à un autre sujet, mais bon, enfin, qui est toujours en corrélation avec ce qu'on se raconte. Et que penses-tu du MeToo dans le milieu de la danse, du hip-hop, danse? Dans notre milieu à nous, il fait du bien. Après, je pense que le MeToo sur les réseaux sociaux, moi, je le valide oui et non. Je pense qu'on n'est pas la justice non plus. Il faut faire attention. Je pense que c'est bien que les langues se délient, que les choses soient dites, que quand il y a des gens qui ont porté plainte, que c'était des choses avérées, ça soit dit et qu'il n'y a aucun problème. Après, attention aussi avec parfois véhiculer des messages qui sont, comment dire, s'avancer sur des choses qui sont un peu trop prématurées, où là, pour le coup, il n'y a pas eu d'enquête et qui peuvent mettre en péril des gens. C'est le seul problème des réseaux sociaux, c'est ça, pour moi, c'est que ça va trop vite par moment et à un moment donné, on n'est pas, tu vois, on fait pas partie de la justice, on n'est pas flic, on n'a pas les tenants et aboutissants des deux parties. Et parfois, il faut faire juste attention. Mais je suis très heureuse que les langues se délient. Elles continuent de le faire, hein. Moi, je connais... Tu vois, pour te dire, à l'époque, avec les Dirox, depuis 2012, on a une liste noire. Mais entre nous. Ouais. C'est-à-dire que nous, on se sait. On se sait, dès qu'on croise une petite et dès qu'on est à quelqu'un dans les Dirox et qu'on nous parle de quelqu'un, ah, non, lui, non, t'y vas pas. Mais on s'autoprotège, en fait. C'est comme une espèce de sororité féminine. On n'a pas besoin de l'afficher sur les réseaux sociaux, tu vois. On se sait, on connaît les histoires, ça va très vite, on parle entre nous. Et voilà, on essaye de se protéger. Et moi, je pense que le plus important, c'est de protéger la nouvelle génération, les avertir, d'éduquer aussi. Ouais, tout à fait. D'éduquer les nouvelles personnes. Et c'est un long travail. C'est un long travail, tu vois. Ouais, mais je vois très bien, ouais. Et d'ailleurs, tu me parlais de sororité, peut-être dans le milieu. Tu y crois, toi, à cette sororité? J'avais interviewé d'autres personnes qui me disaient comme quoi que les femmes elles se soutenaient pas assez dans ce milieu-là. Je pense que de toute façon, on est sous le poids d'une société patriarcale. Donc malgré nous, on va vouloir séduire l'homme. Quand j'ai créé les Dirox, c'était aussi pour faire un pied de nez aux hommes et dire tu vois ce que je sais faire et pour avoir leur validation. Donc là, c'est un peu faussé. Après, on a réussi à sortir de ça. Maintenant, la sororité, moi, je l'ai réellement vécue avec les Dirox dans le sens où c'est entraider mutuellement dans des histoires lourdes, autres que la danse, tu vois. Et on a su se créer un espace de confiance, de bienveillance, de partage. Mais on reste quand même nous-mêmes victimes, ma génération y comprise, de ce truc de vouloir plaire à l'homme. Après, je comprends que certaines personnes disent oui, les filles, on soutient pas entre elles. C'est pas vrai pour tout le monde, faut pas stigmatiser, tu vois, c'est toujours pareil. D'accord. Danseuse, organisatrice, chorégraphe, tout. Comment t'es venue l'idée de prendre le micro?
Bon, sachant que voilà, depuis 2 ans, t'aimes bien faire la petite clown et tout. Mais là, comment? Pourquoi? On veut tout savoir. Ben, c'est pas venu de moi. En fait, souvent, on me disait, enfin, souvent, on me dit que je fais rire, tout ça, machin. Mes copines, tout ça, elles me disent, t'es trop drôle, meuf, faut que tu fasses un truc, que tu sois présentatrice télé, faut que tu, voilà. Mm. Mais c'est même pas venu d'une femme, putain, c'est venu de John Smith, Total Feeling, qui est venu me voir un jour et qui m'a dit, mais toi, tu serais trop bien en présentatrice. Et il organise un événement 104, il me dit, tu sais quoi, je te laisse le mic avec Schizo. Et je dis, ah ouais, t'es sûr? Il m'a dit, ouais, on teste comme ça. Il me dit, mais t'inquiète, ça va le faire. J'étais en pression un peu, j'avais jamais fait ça. Je crois que je t'ai même demandé des conseils à l'époque. Ouais, J'ai dû te dire, qu'est-ce qu'il faut pense, faire, ouais. comment ça se passe en vrai le taf d'un speaker et tout. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et après ça, on est venu vers moi pour me proposer des choses, souvent en binôme. Et puis après, j'ai commencé à faire des choses par moi-même, solo. Mm. Moi, je vais revenir sur cette date parce que j'étais là en tant que juge. Et oui. Et franchement, je te vois avec un gros sourire, tu montrais toutes tes dents, avec même. une voix de présentatrice radio, tout. Et je me dis, ouais, je me dis, mais je suis passé à côté de quelque chose en fait. Dans le sens où c'est un truc qui te collait tellement bien à la peau. Alors, je dis pas ça parce que tu es là, hein, et on a parlé longuement. Et c'est vrai, et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que tu attendais, quoi? Et je te l'ai même dit à la fin. Je t'ai dit, mais meuf, franchement, ça y est, fonce. Bon, t'étais avec Schizo ce jour-là. Bon, Schizo a fait une prestation cool, mais. Bon, Schizo, hein, c'est. En tout cas, dédicace au frérot. Et ouais, franchement, t'étais vraiment. Parce que c'est vrai que dans le milieu des MC, bah, il manque la jante féminine. Oui, et puis en plus, moi, je représentais un truc autre à ce moment-là. Je te dis, j'ai toujours été un peu une meuf hybride. Hein. Je suis pas qu'une meuf hip-hop. À Ouais. l'époque, j'écoutais du rock, je fais du théâtre. Mm. Enfin, il y a même un mec une fois, putain, comment il s'appelait ce gars? À Stiga Rock, à un battle. Stiga. On l'a sorti en battle, Top Rock. Stiga, ouais. Et il avait dit, je t'en dirai par la suite. Ouais, mais toi, t'es trop une bobo qui se la joue street. J'ai dit, moi, une bobo? Genre, moi, répète ce que t'as dit un peu. Et en fait, là. je me suis dit, mais carrément. Je suis Moi, grave, j'assume, vas-y, je suis bobo. Et du coup, quand j'ai pris le mic, je me suis dit, mais je vais assumer cette part-là de moi. Je voulais pas faire, tu sais, la speakerine qui se prend pour une MC Ouais, qui fait rappe, yo, Ouais, youpi, ouais. youpi. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, joue là en mode tranquille, voix posée, presque même Madame de Pompadour. J'avais envie d'aller dans cet axe-là, tu vois. Ouais. Bah, franchement, en tout cas, ce jour-là, ouais, il y avait vraiment une opposition de style. Bon, en même temps, c'était facile. Schizo. Ils ont grand black costaud et tout et tout. Et ouais, non, franchement, bravo, hein. En tout cas, bravo. Et du coup, tu te sens bien dans le milieu, tout se passe bien. Très bien. Alors après, on est de nouveau dans un milieu plutôt masculin et machiste. J'ai pas mal bossé avec des organisateurs où ça m'est arrivé à plusieurs reprises qu'on m'appelle, mais pas pour qui je suis, mais parce que dans les subventions, ça fait du bien d'avoir une femme parce que ça, Oui, t'as plus de sub. Tiens, redis-nous là, bon, sans dire la personne, mais ce qui t'avait dit concrètement. Ah, il y en a eu deux. Deux? Il Ouais, y en a d'accord. un, j'étais enceinte de ma première et du coup j'avais une robe parce que forcément je rentrais plus dans rien et je me retrouve en Bretagne avec Schizo. Encore. Avec Schizo encore. Et en fait, je suis venue. Donc, je sais que le gars m'a pas pris pour qui je suis. Il m'a pris clairement pour les subs. Et en fait, je me rends compte tout l'event. C'est-à-dire, je n'ai aucune information. Il vient jamais me parler. Il vient rien me dire. Je n'ai même pas de fiche. J'ai rien. Ouais, Donc, je la suis galère, laissée quoi. en bataille. Et au bout d'un moment, il me dit, ouais, il y a les caméras qui sont là. Est-ce que tu peux te mettre un peu plus comme ça? Voilà. Est-ce que tu peux tourner ton dos comme ça? Tu montres un peu, voilà, ton profil. Et j'ai été là, mais sérieux, là? Tu veux que je me foute à poil aussi devant ta caméra? Ça m'a vénère. Et tu vois, j'ai eu plusieurs fois à d'autres reprises aussi avec d'autres organisateurs où on vient en binôme et puis ils s'adressent qu'aux mecs, ils s'adressent pas à moi. Ouais. Mais ça, c'est que dans le milieu du hip-hop. Parce qu'après, tu vois, j'ai fait l'Olympia, Rock en scène, c'est jamais arrivé ces trucs-là. Ouais. C'est jamais arrivé. On m'a considéré réellement pour qui je suis. Et du coup, je me suis dit, ah putain, il y a encore du taf. Dans le hip-hop, à certains endroits, il y a encore du taf. Et voilà. Et sans te donner une baguette magique pour changer un peu toutes les mentalités, mais si tu en avais une, par quoi tu aurais commencé? Pour changer un peu toutes ces mentalités masculines. Bon, sachant que c'est un gros taf, mais juste dans notre petit milieu qui est le milieu hip-hop.
Je pense ne pas attendre quelque chose figé de la femme ou ne pas avoir des idées préconçues sur la femme, déjà pour commencer. C'est un gros taf. Déjà, c'est un gros taf. Mm. Ne pas comment dire, donner d'ordre ou de ne pas dire il faut que tu fasses comme ci ou il faut que tu fasses comme ça. Tu sais qui est-ce qui en a souffert aussi avec qui j'en parlais, c'est Karima Actuelle Force. Ah oui? Bah ouais, qui. Alors, Elle aussi, je mine te de dis ah rien, oui bêtement, mais je me doute, mais Elle aussi, elle a été modelée, tu vois, elle était qu'avec Mm. des hommes et en Ouais, fait, il a ouais. fallu qu'elle fasse sa place. Et pour faire sa place, ça voulait dire leur ressembler. c'est vrai. Mais du coup, si tu cherches à ressembler à quelqu'un, t'es plus vraiment toi. Mm. Donc qui tu es finalement? Tu vois ce que je veux Ah, dire? mais carrément, ouais. Et en fait, c'est peut-être là la chose qu'il faut changer. C'est pas, enfin, pour moi, la formation, la pédagogie, les coachs, tout ça, machin, on part dans le mauvais sens quand on cherche absolument à ce que la personne nous ressemble. Mm. On devrait plutôt aller dans ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Mm. En tout cas, ou que la personne fasse l'effort de chercher elle-même qui elle est et qu'est-ce qu'elle a envie de dire. Et alors, comment on fait dans le milieu avec 2 enfants? Bah, quand on est mère et 2 enfants, quoi. Bah, attends, là, il y en Pas a un, qu'un. mais 2, quoi. Mais toi, t'en as 3, frérot. Ouais, mais bon. Écoute, moi j'ai eu très peur pour la première. Je me suis dit, waouh, Ouais. ça va changer ma vie. Ça l'a changé, c'est clair. Mais par contre, ça m'a donné une force parce que le jour où Luce elle est sortie, j'ai créé 3 spectacles dans l'année. Mm. Donc ça m'a donné un boost comme j'ai jamais eu en fait. Ça m'a vraiment donné des ailes pour avancer, pour une motivation autre. Ouais. Donc écoute, on fait avec. C'est une sacrée organisation. C'est sûr qu'on peut plus aller training dans les salles le soir et puis on oublie un peu les soirées, tu vois, les jaunes. Ouais, Moi, j'étais une meuf du club en plus Mm. avant, j'adorais ça. Bon, là, clairement, j'y vais moins. Mm. Mais c'est juste que ta vie, elle est différente. Maintenant, tu vas t'entraîner le matin. C'est cool aussi. Bon, on finit par s'habituer, quoi. C'est ça. Ouais. Et s'adapter. D'accord. Et parle-nous un peu de ton processus de création, surtout pour Insectes. Comment t'es venue l'idée de faire cette pièce? Donc moi, j'ai commencé la créa en 2015 avec Thias. En fait, Lady Rocks, bah, bien sûr, toujours dans l'âme, Lady Rocks Forever. Mais cette notion de spectacle, de représentation, elle me manquait aussi, ce que je disais quand j'étais petite, d'avoir des longs spectacles qui véhiculent des émotions, etc. Et du coup, je me suis essayée un petit peu donc en duo avec Thias. Après, j'ai fait Gypsy avec 4 interprètes. Et après ça, Insectes c'est venu à la suite du Covid. À la suite du Covid, souviens-toi, on était bien, chez nous, oui. on s'ennuyait fortement. Moi, j'avais un petit balcon et tout. Et je vois des gendarmes qui passent sur mon balcon. Pas les gendarmes, les insectes, Les insectes. les fourmis. Et en fait, tellement on s'ennuie, tu sais, je regarde jamais ce genre de trucs. Je commence à les analyser et là, je me rends compte qu'ils marchent en rythme binaire. Tac, 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 tac. Et qu'ils font des accélérations. Tac, 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 et des arrêts. Et je me dis, putain, ils font des choses qui sont vraiment propres à la danse hip-hop. C'est-à-dire être sur du binaire, accélération, arrêt. C'est vraiment des choses qui sont propres à la danse hip-hop sur 4 appuis. 3 appuis quand il y en a un qui est blessé, et quand ils se battent, ils sont sur des 2-1, ils se font des frises et tout, et parfois ils se retournent sur le dos et ils tournent. Je dis, ouais, mais c'est des b-boys, les gars. Gendarme B-boy. Gendarme b-boy, fourmi b-girl, et j'étais là, ouais. Et là, d'un coup, je commence à faire un parallèle, et je dis, et ils étaient sur le bitume, et je me dis, personne ne les regarde, et je me souviens des street shows qu'on faisait à l'époque, où, tu vois, justement, quand tu faisais un street show dans la rue, les gens, ils te regardent un peu en mode, oh, tu sais, qu'est-ce qu'ils font ces petits gars là, de banlieue là, qui viennent faire des spectacles de rue. Et puis dès que tu faisais un truc impressionnant, c'était waouh! Et du coup, le parallèle avec les insectes, il s'est fait comme ça. Et j'ai eu envie de monter cette pièce. J'ai eu envie de mettre des costumes aussi, de les mettre en valeur, de mettre de la voix, de faire ce parallèle entre b-boying et le monde du minuscule. Et voilà, et du coup, on a eu quand même 20 dates. Et là, on va être au Golden Stage à la Villette le 5 mai, donc je suis super contente. Bon, ben, on viendra vous voir. Notez bien, le 5 mai 2026, à la Villette, on est tous là. Voilà. Carrément. Génial ça. Quels sont tes futurs projets dans la danse ou autres? Eh ben, on en a parlé déjà, mais je me questionne beaucoup par rapport à tout ça. Je pense que j'arrive à un âge où la danse, elle n'est pas éternelle. Il y en a qui diront que si, moi je suis assez au clair avec ça.
Les auditions, elles sont entre 18 et 28 ans. Tu vois, passer Ouais. 28 ans, c'est compliqué. Et je pense que la danse, elle fera toujours partie de moi, mais que je la vivrai plutôt comme comment dire, comme quelque chose à côté, un loisir, une passion réelle, tu vois. Aller refaire un battle, je sais pas. Peut-être un jour pour le kiff. Et encore, ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, la scène, c'est ça qui m'anime. Moi, c'est la représentation. Et du coup, mon futur, je le vois toujours en train de faire des projets, toujours mettre soit moi-même, soit des gens sur la scène, les mettre en valeur, véhiculer des émotions. Donc, ça serait ça mon idéal, en fait. Continuer à me mettre en scène moi-même par le travail de maîtresse de cérémonie et de temps en temps avec la danse, avec les D-Rocks, bien sûr. Et surtout faire des gros spectacles. Et un projet de solo, non, même pas? Non. Ouais, tu sais pas, hein, Peut-être un jour, mais le solo, ça fait peur. Ouais, attends, t'as fait des choses plus compliquées. Mais je suis nana du collectif. Moi, j'ai besoin des gens pour. D'ailleurs, on a fait une pièce ensemble. On Ouais, n'a même pas parlé carrément. avec des T'es jazzman. la chef. Attends, ouais. Quand vous l'avez, franchement, en patronne, c'est un régal. C'est un régal, franchement. Ouais, c'est gentil, mais toi aussi. Oh. Mais en tout cas, ouais, travailler avec la musique en live, c'était fou, Ça, tu c'est vois. vraiment ouf. Moi, tu sais que ça fait dans mon CV, ça fait partie d'une de mes belles expériences, hein. Ouais, mais vous étiez magnifique. Magnifique. Franchement, tu sais, bosser avec des icos sur scène, c'est pas, en plus, pas n'importe qui. Ouais. Dédicace à toute la troupe Andy Hamler et tout ça. Et franchement, j'en parle avec des frissons. Bah, c'est vrai qu'au début, on se comprenait pas trop, on se regardait un peu, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Mais tu vois, c'est ces moments-là, en fait, c'est ça qui, quand je dis refaire de la scène, pourquoi tu danses? En fait, c'est ce truc de vivre la scène, là, de ce qu'on a vécu ensemble, notamment quand tu arrives à l'aboutissement de quelque chose et qu'à la fin de ton spectacle, tu as une foule qui se lève, juste à des gens qui applaudissent. Je pense que vraiment, j'ai choisi ce métier pour ce moment-là, qui dure, 5 minutes à tout péter. Mais ce moment-là, il est tellement... Je pense que tu rajeunis 10 ans quand tu te le prends ce moment-là, à chaque fois. C'est tellement gratifiant, c'est ouais. tout. Oui, oui, oui. Et tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu t'es battu, tu sais pourquoi tu as pleuré, tu sais pourquoi tu as tout fait, quoi. Tu t'es senti utile. Ouais. Tu as l'impression que tu as donné du bonheur aux gens, que les gens sont contents, que du coup ils te le rendent. C'est ça, ouais. Il y a quelque chose où tu te sens utile à la société et c'est bien dommage. D'ailleurs, en ce moment, c'est pour ça qu'on parle de futur et je te parle de futur en mode très... voilà, c'est flou, tu vois, parce qu'on est dans une ère où politiquement, culturellement, c'est compliqué. C'est ça. Et je pense qu'on minimise notre effet sur la population et sur la société. C'est avant tout donner du bonheur aux gens, du plaisir, des émotions, véhiculer des choses qui font que tu oublies ta vie un instant, tu oublies tes problèmes et tu te prends une dose d'émotion et tu es heureux pendant quelques temps. C'est marrant ce que tu dis, hein, parce que moi, avec l'âge un peu vieillissant, et c'est ce à quoi je pense tout le temps quand je fais la salsa hip-hop. C'est-à-dire que j'ai commencé la salsa hip-hop parce que voilà, je venais du breakdance, j'aimais bien la salsa et tout, mais je l'ai commencé d'une manière très brute, très technique, fallait faire ça, des acrobaties et tout. Et plus je continue dans ce chemin-là, et plus maintenant je me suis un peu mis dans la transmission, je vois que ça fait du bien aux gens. Ça fait que la salsa hip-hop que je danse, c'est même plus celle qui était dans ma tête. Et pareil comme toi, je pense à tous les gens qui me disent merci, merci, ce que vous faites c'est bien à chaque cours et tout. Et je me dis, ah ouais, on fait du bien à la société un peu. Et dommage que ce soit minimisé, quoi. Ouais. Et tu trouves pas qu'en vieillissant, justement, il y a une espèce de paradoxe avec comment on vivait le spectacle ou la danse avant et aujourd'hui? C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que quand on était plus jeune, cet objectif, il n'existait pas, donner du plaisir aux gens, donner des émotions, on s'en foutait. C'était que personnel. Moi, quand je dansais, c'était juste pour me libérer de mes trucs, tu vois, exister, me prouver des choses à moi-même. Un truc hyper égoïste, en fait, qu'on retrouve beaucoup chez beaucoup de danseurs hip-hop, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde commence comme ça. À la base, c'est un truc d'égo. Mais je crois qu'il faut commencer comme ça. Enfin, je sais pas si tu t'imagines le contraire. C'est ça. Mais là, après, il y a un moment où ça switch. Enfin, moi, en tout cas, ça y est, ça a switché. Je fais plus les choses... Si, bien sûr, tu les fais toujours pour toi, mais l'angle, il a changé. Ça, on a changé d'angle. Tu te rends compte aussi l'effet que ça peut avoir, la répercussion de tout ton travail peut avoir sur quelqu'un. Tu prêches un convaincu, hein. Vraiment. Là, on arrive à la fin de
cette interview qui était vraiment très sincère. J'ai trouvé, bon, tu l'es toujours. Hein. Bon, faut savoir qu'on part en vacances tous ensemble en famille et tout, parce qu'on se connaît depuis très longtemps et voilà, on s'adore. En même temps, c'était très facile et très simple d'accueillir Léa aujourd'hui ici. Mais tu vas pas partir comme ça solo là. J'ai quelques questions pour toi, mais c'est des questions assez rapides. Ok. Voilà, ou pim pim, je te pose des questions, tu réponds tout simplement. Bon, voilà. Okay. Allez, on est parti. Alors, il y a un peu de tout dedans. Hein. Avec du recul, est-ce que tu as des regrets? Non. Et pourquoi? Parce que si tu vis avec des regrets, tu vis dans le passé. Moi, je suis dans le présent, dans le futur. Ok. Alors, quand ça va pas, qu'est-ce que tu fais pour retrouver la force? Moi, je suis une grande drama queen. Hein. Moi, quand ça va pas, je vais dans le pathos direct. J'écoute Maria Callas, des musiques archi tristes, Radiohead, Creep, tac, je pleure, je m'écorche les veines. Et après, je mange du chocolat et après, ça va mieux. Après, ça va mieux. Ok. À quoi tu penses quand tu es sous la douche? Là, actuellement, si j'ai pas trop le temps de penser parce que quand je suis sous la douche, il y a une petite fille qui est à côté de moi et qui est en train de me dire maman, tu peux me lire une histoire, machin, maman. Cette question, j'aurais pu y répondre il y a 3 ans. Là, aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, d'accord. Là, je pense plutôt à la charge mentale de tout ce que je dois faire. Ok. On prend. Ton plat préféré? Spaghetti au pesto de ma mère. Aïe, valeur sûre. Ouais. La dernière chose qui t'a fait pleurer? Réellement? Pleurer réellement ou pleurer? Parce que là, je suis en pleine hormone, donc tu sais, je pleure pour rien en ce moment. Donc, Allez, la petite dernière. Putain, c'était nul. Je crois que On aime les choses nulles. La toute dernière, c'était un vieux film français de merde, crevettes paillettes. Crevettes pailletées. Mais ça compte pas parce que vraiment, je pleure pour rien. Même mon mari rigole quand je regarde un film et que je me mets à pleurer sur une scène. Il me dit non, là, t'abuses quand même. Je crois qu'on le fait tous, ça. Ok. Une chose que tu adores et une chose que tu détestes. Rapide. J'aime la liberté. Je déteste l'égocentrisme. Ouais, très bien. Là, s'il y avait des applauses, en fait. Je vais remettre des applauses, ouais. Ouais, c'est ça. Dernière question. Quel est le rêve que tu souhaiterais réaliser? Toucher encore plus au monde du spectacle de manière générale. Je sais pas, tourner un film. Waouh! Mais tourner un film en tant que quoi? Réalisatrice ou actrice ou... Soyons fous, actrice, réalisatrice, productrice. amener ma compagnie encore plus à l'international. Ouais, tourner avec une star, je sais pas. Laquelle, là? Missy Elliott, j'aime bien. Hein. Non, Missy Elliott. Ça me pas rire, mais Missy Elliott, j'aime bien. Ok. Bon, bah écoute, moi j'ai fini de te questionner là, te cuisiner. Bah, ce fut un plaisir de t'accueillir ici dans les studios. Merci à toi. toi. Tu sais, t'es à la maison, t'es chez toi aussi. Et bah, on peut te souhaiter que du bon hein, pour la suite. Hein, et voilà quoi. Merci beaucoup. Hey, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Hein, laissez-nous des commentaires aussi. Et voilà. Et j'espère que vous avez kiffé. C'était un break chez Lino avec Rodrigue Lino et Léa Cazoran. Yeah. Ouh. Bravo. Bravo. Merci. Ah, c'était très chouette. Quelle heure il est? Un break chez Lino. Un break chez Lino. Un break chez Lino.